route et c'est bon. Parfait. Merci bien. Super. Donc voilà, juste une brève présentation de l'association Famille Je t'aime, qui a pour slogan accompagner les familles et les personnes aujourd'hui dans une perspective chrétienne. Alors nous, bien sûr, nous accueillons aussi des personnes qui n'ont pas fait le choix d'être chrétiens, mais en tout cas, il est important, enfin, pour les personnes qui font appel à nous, elles ont au moins fait le choix de partager des références d'ordre chrétien, sans quoi elles ne se sentiraient pas forcément à l'aise dans notre approche. Et chaque approche, qu'elle soit religieuse ou temporelle, a ses propres paradigmes. Et notre paradigme et notre référence de pensée principale est tirée de la parole de Dieu. Donc, dans 2 Timothée 3, verset 16, il est dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc, pour nous, Dieu n'est pas un Dieu qui se cache dans un vieux bouquin, n'est pas un Dieu de l'histoire très ancienne, mais pour nous, Dieu a encore quelque chose à dire aux hommes et a toujours eu quelque chose à dire aux hommes de tous les temps, sur en tout cas sur la façon dont il pourrait gérer au mieux sa vie, sur la façon dont il pourrait vivre au mieux les uns avec les autres et, dans l'hypothèse de la foi, dans sa relation avec Dieu. Mais on intègre aussi certains éléments de la psychologie, certaines approches psychologiques et notamment aussi de la thérapie familiale systémique, parce que nous pensons aussi que Dieu a donné aux hommes la capacité de comprendre un certain fonctionnement de l'être humain. Et donc, on n'adhère pas forcément à tout, mais il y a aussi des influences, et notamment aussi de la neurochirurgie, qui nous permet en tout cas de comprendre, de mieux comprendre l'être humain et le fonctionnement de nos ados aussi. Et qui suis-je donc cela a été dit. Et, et en tout cas, posez vos questions sur le chat, parce qu'on ne pourra pas forcément, et puis je ne pourrai pas forcément aborder partie. Je crois qu'il faudrait largement plus de temps pour aborder tout, mais on va faire le nécessaire pour aller de l'avant. Alors, il y a déjà un cadre de sécurité qui a été posé, mais j'aime bien en tout cas pouvoir dire que, enfin, inviter chacun à s'obliger à la réserve, car chaque invité a besoin j'espère, a besoin de s'engager sur une réflexion par rapport à lui-même, par rapport à sa pratique éducative. Et il est important que ce qui va être dit là reste là. Alors que vous partagiez mes propos, il n'y a aucun problème. Mais par rapport aux questions qui sont posées par les uns ou les autres, ou les interventions, euh, là, je pense que c'est important de ne pas dire hey, tu sais, l'autre a dit ça, ainsi de suite. Donc, sans quoi on va rester sur du basique, sur des questions bateau. Respect de l'autre dans ses paroles, parce que pour moi, nous sommes tous équipiers dans, dans, dans notre marche, dans l'éducation que nous avons vis-à-vis des enfants, et nous avons tous envie que nos enfants se développent bien, puissent être épanouis dans la vie. Et donc tout peut être dit ou tout peut être tu. Si quelqu'un veut se taire, ne pas apporter sa contribution, il peut aussi le faire. Et bien sûr, la question du chat a été déjà abordée. Alors pour aller plus loin sur cette question, je pense que c'est important que nous puissions nous questionner par rapport à nos propres histoires. Et, je suis convaincu que nous construisons tous notre paradigme éducatif, nos règles, notre façon de gérer l'éducation en fonction de ce que nous avons nous-mêmes perçu de nos parents, de nos grands-parents, des histoires familiales, du moment où nous avons nos enfants dans notre étape de vie, au moment
par rapport aux crises que traversent aussi nos sociétés parfois. Donc, on se construit, on construit son paradigme éducatif de cette manière-là. Et on se construit aussi par rapport à l'exemple qu'on a eu de ses parents, par rapport à nos figures de référence, qu'elles soient littéraires, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient une personne qui a de l'importance dans notre vie, qui a marqué notre vie positivement ou négativement. On construit aussi en fonction de nos traumatismes. Par exemple, je me souviens quand nos enfants ont appris à faire du vélo, en tout cas pour ma femme, c'était un problème de les laisser partir seuls. Parce que dans son enfance, il y a une de ses copines qui s'est fait écraser près de chez elle alors qu'elle roulait à vélo. Donc, elle avait cette peur à un moment donné, et on peut tous être habités par des peurs parfois irrationnelles, par des copier-coller que l'on fait par rapport à des moments de vie. Et aussi, notre paradigme, on peut le construire par rapport à une croyance. Il y a quand même plusieurs milliards de personnes sur Terre qui organisent leur vie autour de références spirituelles. Et c'est important d'en avoir conscience, qu'on n'a pas une façon d'être parent qui est totalement neutre, donc c'est donc multifactoriel. Et ce qui est important de se poser comme question, si on veut pouvoir bien accompagner nos enfants, c'est de se poser, c'est de se dire, mais dans quoi je suis pris? Par quoi je suis imprégné? Et est-ce que ce que je mets en place là, est-ce que ça a du sens dans mon contexte d'aujourd'hui? Est-ce que ça a du sens dans le vécu que j'ai avec mes ados? Ou est-ce que je réagis en opposition face à l'éducation que j'ai eue et que je ne veux surtout pas reproduire? Donc, dans l'opposition, je jette même ce qu'il y a de bon, ce qui aurait pu être de bon, parce que je ne suis pas en capacité de mesurer, en tout cas, ce qu'il y a de bon, parce que le côté difficile m'imprègne tellement. Et c'est important aussi de pouvoir faire ce travail d'objectivité pour ne pas reproduire, entre guillemets, bêtement, ou à ne pas s'opposer de manière viscérale à une forme d'éducation. Et en tant que parent, en couple, ou plus en couple, c'est important de pouvoir aussi, je vais en parler un peu plus loin aussi, mais de trouver un accord sur une vision éducative dans la mesure du possible. Et je dirais que nous ne sommes jamais neutres. La société, la vie, nos relations sont aussi forgées par un jeu d'influence. Même lorsque quelqu'un nous parle et que l'on se tait, bon là on vous oblige à vous taire parce que on vous a coupé le micro, mais quand on communique les uns avec les autres, même si on se tait, on dit quelque chose, on peut dire quelque chose éventuellement. Donc nous ne sommes jamais neutres. Quand nous prenons une position, nous ne sommes pas neutres, même si nous n'avons pas envie d'imposer cette position, nous ne sommes pas neutres parce que nous influençons. Nous sommes influencés et nous influençons continuellement nous, les uns et les autres. Et il ne faut pas se voiler la face sur ça. Des courants éducatifs qui disent chacun doit suivre son propre chemin, chacun doit faire ses choix. C'est une façon de voir l'éducation, mais en tout cas, ce n'est pas une façon de voir l'éducation selon le regard de Dieu, du Dieu de la Bible. Alors, un engagement parental qui traverse les écueils de la vie. Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours, je pense que tout le monde l'a remarqué. Et il est important de pouvoir, dans la mesure du possible, offrir à nos enfants un
un socle de stabilité parentale, qu'il puisse avoir l'assurance et qu'il puisse constater qu'il a des parents qui s'engagent à traverser avec lui les écueils de la vie. Et je crois que c'est, comme je l'ai noté là, c'est vraiment un cadeau, un immense cadeau que nous pouvons faire à nos enfants. Et que nous vivions en couple, ou que nous soyons séparés, ou que nous vivions en couple recomposé, c'est important de pouvoir tendre. J'utilise bien le mot tendre parce que des fois, l'idéal n'existe pas. Il y a des situations, des fois, qui sont tellement compliquées que l'idéal n'existe pas. Et c'est vrai, des fois, lorsqu'un parent est toxique, composer avec, c'est pas simple du tout. Donc, mais là, en tout cas, par rapport à ce soir, on ne peut pas rentrer dans, dans tous les détails. Ça mériterait vraiment de réfléchir au cas par cas. Et donc, il y a ce dessin humoristique qui est tiré du livre de Ken Davis, Comment vivre avec ses parents sans devenir dingue. On voit un peu des fois la complexité que nous offrons à nos enfants. Et nous ne sommes pas toujours, nos enfants ne peuvent pas toujours nous cerner et voir, nous pouvons être parfois insupportables aux yeux de nos enfants. Mais en tout cas, dans le sens de tendre vers, j'aimerais vous partager 2 versets de la Bible qui se trouvent dans 12, versets 10 à 18. Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes, autant que possible. C'est bien noté, autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Je pense que quand on cherche à être parent à vie, quand on cherche à être parent malgré les écueils de la vie, c'est important en tout cas pour moi, ce conseil de Dieu est quelque chose de primordial. Ça me pose un cadre, des limites qui, je trouve, sont très sages. En tout cas, au moins, pour ne pas envenimer la situation dans le but de pouvoir accompagner nos enfants au mieux et de ne pas être un sujet d'agacement pour eux. Alors, en tant que parents, pour accompagner nos enfants, nous devons réfléchir à notre paradigme familial. Comment fonctionne notre famille? Alors, dans l'approche systémique, l'approche systémique a défini en gros trois grandes catégories. Hein, je dis bien en gros 3 grandes catégories parce qu'on ne peut pas couper les fonctionnements familiaux aussi clairement que ça. Mais en tout cas, il y a un fonctionnement fermé que j'appellerais rigide. Donc, dans ce fonctionnement, les règles sont explicites ou implicites, sont connues de tous. Et égard à celui qui les transgresse. Il est vite rappelé à l'ordre. Les échanges d'idées, les échanges de points de vue, le questionnement du système n'est absolument pas possible. Et, sauf à en subir les conséquences, voire à être exclu du système. L'extérieur est considéré comme dangereux. En dehors du système, il n'y a pas de salut. Donc, on reste bien ensemble. C'est là qu'est la sécurité, c'est là qu'est le bonheur. Tout ce qui est à l'extérieur, c'est dangereux. La famille au fonctionnement perméable permet en tout cas le développement de l'esprit d'analyse. Il peut y avoir des interactions avec l'extérieur de la famille, on a le droit d'exprimer son désaccord. Certains points de paradigme peuvent évoluer. Le développement de l'individualité de chacun est possible. L'extérieur n'est pas systématiquement considéré comme dangereux. Et ce qui fait corps,
c'est un certain nombre c'est un socle de valeurs communément admis. Et les membres de ce système se sentent appartenir à un groupe. Alors je parle de famille, je parle de système, dans le sens où dans un système, il y a des engrenages, il y a des fonctionnalités qui font qu'un ensemble fonctionne. Pour ça, je parle de système, et c'est la vision systémique. Et pour moi, je pense que, voilà. Et puis le fonctionnement ouvert, c'est un fonctionnement dans lequel la famille n'offre pas de repères, où les repères sont assez pauvres. Chacun peut faire ce qu'il veut. On s'interdit de jouer trop de son influence, et l'individualisme est poussé à l'extrême. On manque souvent de socle de valeurs. Et je pense qu'on peut chacun se repérer à partir du moment où on a un socle de référence. Autrement, on va le chercher ailleurs des fois et pas toujours au bon endroit. En tout cas, pour moi, la famille à fonctionnement perméable est vraiment la famille qui reflète le projet relationnel de Dieu. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ou pas trop la Bible, Dieu propose ses conseils, mais il laisse l'être humain libre de faire ses choix. C'est une relation qui est motivée par l'amour et non pas une relation qui est motivée par la peur. Et ça, c'est une grande différence par rapport au système fermé, au système rigide, où c'est la peur qui permet à l'ensemble de se maintenir. Alors, lorsque l'enfant grandit et qu'il arrive à la préadolescence, à l'adolescence, il y a bien sûr une remise en question des évidences de l'enfance. Très souvent, pour l'enfant, ce que les parents disent, c'est évident que c'est la vérité, même si il y en a qui râlent, il y en a qui rouspètent pour la forme, même s'il y en a qui n'ont pas toujours un caractère facile. Souvent, ce que les parents disent, c'est la vérité. Et donc là, l'ado va choisir d'autres groupes de référence et d'autres groupes d'influence aussi. Il n'y a plus seulement la famille, que ce soit la famille nucléaire, mais aussi la famille au sens large, qui sera sa référence. Et si nous n'avons pas trop dégoûté, en tout cas, nos enfants de nous pouvons nous rassurer que nous restons des valeurs, vraiment des valeurs pour eux. Mais il est important pour eux de pouvoir expérimenter et de confronter ces valeurs-là à d'autres systèmes. Et donc, ils vont, à cause de cela, pouvoir donc, à cause de cette confrontation, ils vont progressivement s'approprier un certain nombre de valeurs que l'on a transmises, ou alors en laisser d'autres de côté. Et ils ne le feront plus par obéissance simplement, mais ils s'en feront un choix de vie. Et c'est là qu'ils vont développer leur individualité. Et ça, c'est vraiment une source de croissance. Ils vont expérimenter, des fois, ils vont se brûler les ailes, hein. Comme nous d'ailleurs, on s'est aussi brûlé les ailes parfois, hein. Soyons pas dupes sur nous-mêmes. Mais ils ont besoin de faire ça, même si de notre côté, ça peut nous insécuriser. Et donc, il remet en question les vérités parentales, et là, des fois, il est un peu maladroit pour le faire. Et nous, des fois, on peut ne pas le comprendre. Il était tellement gentil, il était tellement soumis, et puis là, il ne fait plus les choses comme il avait l'habitude de le faire. Avant, il était heureux d'aider à la maison. Là, quand je peux quitter la maison, je me barre, et les autres sont à mon service, plus ou moins. Je me sens un petit peu à l'hôtel. Et donc, ils n'ont pas toujours la même compréhension des choses que nous, et pas toujours les éléments pour les analyser. Et
Et c'est vrai que, par exemple, pour moi, cette période de l'adolescence a été pas toujours évidente à vivre parce que autant plus jeune, il faisait les choses normalement, on avait un planning de service et il les faisait. Autant en grandissant, des fois, ben, on avait plutôt l'impression d'être nous les serviteurs de nos enfants qui essayaient de fuir un peu leur responsabilité. Mais bon, ça a été un passage, mais ça n'a pas été du mépris de leur part. Et c'est là pour nous, en tant que parents, la difficulté des fois d'accepter qu'ils ne nous méprisent pas parce qu'ils n'entrent plus systématiquement dans tout ce que nous leur avons enseigné. Et l'ado a besoin de faire ces expériences, de se confronter à la réalité et de constater qu'il n'est pas invincible, de constater qu'il y a des limites et que si ce n'est pas nous qui leur posons des limites, des fois la vie leur pose des limites et leur permet en tout cas d'apprendre, comme on dirait, d'avoir des leçons de choses. J'ai souvenir qu'un de mes fils, qui par ailleurs est responsable, une fois il a emprunté le vélo pour aller en ville, mon vélo, et puis sur mon vélo j'ai toujours mon casque. Et on leur a toujours dit, quand vous prenez le vélo, même en vide, vous mettez un casque, parce que ça peut être dangereux. Et puis, il l'a pris, bon, c'est pas un problème. Et puis, il téléphone, tiens papa, tu peux venir parce que j'ai eu un accident. Mais quand j'ai vu la voiture, je dis, mais c'est pas possible qu'il soit encore en vie, quoi. Parce qu'une voiture est sortie du stop, il lui a coupé la priorité, et puis lui, il est arrivé en vélo, et boum, il a foncé dedans, et il est tombé dans le pare-brise, quoi. Mais le pare-brise était en 1000 morceaux. Et même les secours ne se disent, mais c'est pas normal. En tout cas, c'est pas qu'il soit encore en vie, qu'il ait juste des contusions, quoi. Donc, cette leçon de vie lui a permis de constater que il n'est pas non plus invincible et qu'il y a un certain nombre de règles à respecter si en tout cas on veut se prémunir de certaines difficultés. Et je crois, il ne voit pas le monde comme nous, et je vois cette génération qui se lève, qui en a des fois marre qu'on les prenne pour des gamins, qui en a marre qu'on leur fasse pas confiance. Cette génération qui est souvent beaucoup plus prête à se lever pour protéger notre planète que ma génération, en tout cas. Je ne vous vois pas tous, mais en tout cas, j'ai 55 ans. Et ma génération, c'est plutôt la génération des consommateurs, quoi, hein. Donc, mais quand on voit des fois cette jeune génération, combien elle est prête à se lancer sur des défis qui sont importants et se dire, mais à nos enfants, qu'est-ce qu'on va laisser? Alors que nous, on était plutôt, à nos enfants, qu'est-ce qu'on va leur laisser? On va leur laisser la baraque, on va laisser le matériel. Mais eux, des fois, ils se disent, mais pour ça, j'ai pas envie de me battre parce que de toute façon, je peux tout perdre du jour au lendemain. Donc, ils voient pas le monde comme nous, mais ils ont des fois des perspectives de vie qui sont quand même, qui sont encourageantes. Et c'est important de pouvoir les respecter. Ils peuvent vraiment nous donner des leçons de vie à nous, les deux. Et ils développent aussi des capacités d'analyse qui sont vraiment intéressantes, hein, si on revient à « je ne vois pas le monde comme eux », mais écoutons-les aussi dans les analyses. Ça ne veut pas dire qu'ils ont toujours raison, hein, mais écoutons-les aussi dans les analyses qu'ils font de telle ou telle situation, de telle ou telle aussi observation de leur vie de tous les jours. Donc, la remise en question des évidences de l'enfance côté parents. Donc, pour nous, c'est compliqué, ça peut être compliqué de vivre avec nos enfants si on n'accepte pas le temps qui passe. Nos enfants, j'espère pour la plupart, on les a désirés.
on a construit notre vie autour d'eux, et là, il y a des organisations qui changent. Là, ils ne sont plus nos petits enfants que l'on peut aussi diriger, et peut-être plus aisément parfois. Et on voit qu'ils s'éloignent de nous, ils prennent de l'autonomie, et on peut se dire, mais nous, on compte pourquoi encore là-dedans? Et certains parents pourraient se dire aussi, mais après tout ce que je lui ai donné, quel ingrat! Parce qu'on est on peut être tenté d'être dans une relation de tu me dois, je me suis investi pour toi, tu me dois. Et je crois que c'est vraiment important d'accepter ce temps qui passe. On ne reviendra plus en arrière. On ne fera plus de reset. Construire avec les insécurités, je ne reconnais pas des choses qu'il n'avait jamais fait avant. Qu'avons-nous loupé? On peut aussi, nous, en tant que parents, se triturer l'esprit en se disant, mais qu'est-ce qu'on a loupé? Qu'est-ce qui n'a pas été dans l'éducation? Et se culpabiliser à outrance. Nous ne sommes pas les seules influences de nos enfants. Ils vont chercher aussi ailleurs. Ils sont bien sûr confrontés à un monde surmédiatisé, un monde dans lequel ils ont l'accès à l'information ou à la désinformation en quelques clics. Et donc, ils doivent gérer tout cela. Ils ont leurs changements corporels qui sont là, physiologiques, relationnels, émotionnels. Et à leur âge, souvent, le regard des autres devient très, très important. Et surtout le regard des amis. Surtout le regard que leur portent les groupes d'appartenance. Et les années collège, ce sont les années peau de vache. Beaucoup de nos préados-ados disent que ce sont les pires des années parce que c'est là où il y a vraiment des coups bas, quoi. Et pour celui qui est différent, par exemple, on a un fils qui est roux, mais il a commencé à accepter sa couleur de cheveux à partir de la 4e. Mais la 6e, 5e, il aurait voulu se faire teindre les cheveux parce qu'il en avait marre de ces moqueries. Et c'est vrai que ce sont les années cancan, ce sont les années t'as vu l'autre, les années marques, les années... et c'est très, très compliqué pour nos enfants. Et ça crée beaucoup d'insécurité, cela, chez eux. Et c'est important de pouvoir l'entendre et de ne pas négliger cette souffrance. Et tout ce qui les insécurise n'est bien sûr pas facile à admettre pour eux. Et ça peut créer justement de la colère des fois. Ça peut créer de l'agacement, ça peut créer du repli sur soi. Et des fois, nous, on ne sait pas quoi faire de tout cela. C'est vrai. Et on peut rajouter de l'insécurité à l'insécurité si on leur tombe trop dessus. Il faut rester vigilant. Il ne faut pas être négligent en tant que parent, mais c'est important de ne pas rajouter notre angoisse à l'angoisse de nos enfants. Et notre couple et notre personne, elle est où là-dedans? Parce que côté parent, on voit aussi poindre la perspective où nos enfants quitteront prochainement ou ont déjà quitté le nid familial. On se retrouve amputé de personnes dans lesquelles on a investi énormément de temps. Mais on peut se poser la question, est-ce que nos ados sont nos médicaments? Est-ce que nos ados ont la responsabilité de maintenir notre couple uni? Parce que sans eux, il n'y a plus de couple. Parce que notre couple était construit prioritairement sur la parentalité, mais non pas sur un projet d'amour
de l'un envers l'autre, lorsque le couple a tenu, bien sûr. Mais même en tant que parent solo, où était notre vie? Alors, je sais qu'en tant que parent solo, il est plus compliqué de prendre soin de soi, de développer son réseau amical parfois que lorsque l'on est à deux. C'est évident. Mais la question se pose quand même. Où est ma personne? Où sont mes goûts? Où est mon réseau social? Et je crois que accepter cette tranche de vie, c'est aussi se poser et mieux vivre cette tranche de vie, c'est aussi se poser ces bonnes questions. Et en tout cas, mon épouse et moi, on a loupé le coche à un moment donné. Et au bout de 15 ans de mariage, ben, on ne savait plus trop quoi se dire parce que tout était investi au niveau des enfants. Moi, j'étais éducateur, je travaillais à contre-temps. J'étais responsable d'église aussi et très souvent investi. Ben, on a vécu en parallèle. Et heureusement que des amis nous ont dit, mais il est grand temps de reconstruire votre vie parce que vos enfants, là, vous voyez, ils grandissent. Hein. Et, et faites-leur confiance. Vous avez le droit d'avoir votre vie. Si vous avez investi en eux, si vous les avez, si vous leur avez transmis un certain nombre de valeurs, ils sauront faire avec. Vous n'avez pas besoin de tout le temps être là. Lâchez-leur les baskets. Lâchez-leur les baskets. Faites-leur confiance. Et on a recommencé à sortir ensemble, et c'est vrai qu'ils n'ont pas mal tourné. Donc, il s'agit, et je crois que c'est même une bonne chose d'avoir réinvesti la vie de couple, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on serait encore ensemble. Euh, et c'est même une bonne chose parce que c'est aussi une marque de confiance vis-à-vis d'eux. Et nos ados ont besoin qu'on leur fasse confiance, à leur mesure, à ce qu'ils sont capables de gérer, mais qu'on leur fasse confiance. Je me rappelle un de nos fils qui disait une fois, lorsqu'on était ressortis en couple, et on lui avait confié la maison, il a dit, vous avez vu, hein, j'ai assuré. Hein. Donc il était fier d'avoir pu assumer sa responsabilité. Et donc il est important de pouvoir s'adapter pour faire survivre la famille malgré les bouleversements que cela apporte. Alors, quelques postures d'accompagnement. Donc, il me paraît important de pouvoir accepter de rester tuteur et repère pour nos enfants. Ce n'est pas parce qu'ils sont ados qu'on est dégagé de notre responsabilité. Ils ont besoin d'avoir l'assurance que nous ne les abandonnons pas, que nous nous intéressons toujours à eux, que nous recherchions à passer du temps avec eux, même si des fois, la plupart du temps, ils nous disent non, c'est bon, je vais chez les copains, je vais être là. Mais il est important que nous puissions leur manifester notre désir de passer du temps avec eux et lorsqu'ils sont disponibles, de saisir ces moments passés avec eux. Important de ne pas les abandonner. Et dans Proverbe 22, verset 6, il est dit « Instruis l'enfance », c'est un livre de la Bible, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc, aux yeux de Dieu, l'ado a besoin de repères. Et en tant que parent, il est de notre responsabilité de jouer de notre influence. Je reviens à cette question d'influence. Si nous n'influençons pas dans de bonnes choses nos enfants, leur environnement les influencera. Je crois que c'est une fausse croyance, un faux choix éducatif que de dire il découvrira. Oui, il découvrira. Mais s'il n'a pas de repère à partir duquel il peut faire des choix, il peut analyser, il peut se dire, s'il n'y a pas eu de parents à côté qui ont pu dire, mais ton choix de vie, c'est quoi? Si tu fais ce choix-là, est-ce que ça va présider, est-ce que ça va en tout cas favoriser le fait que tu
accèdent à telle ou telle compétence, à tel ou tel métier, à tel ou tel projet de vie ou pas? Ou est-ce que ça va être un handicap pour toi? Si nous n'aidons pas nos enfants à découvrir le lien cause à effet, c'est-à-dire le fait de, quand je pose un acte, ça peut avoir telle ou telle conséquence dans ma vie. Et souvent, les psychologues disent très souvent que le lien de cause à effet est, dans la majorité de la population, est bien installé aux alentours des 24 ans. L'ado, il est en pleine découverte, il est en plein bouleversement émotionnel, il ne sait pas quoi faire de tout ça des fois. Donc, il fait des choix plus dans « j'ai envie, ça me fait plaisir », des choix plus impulsifs, mais pas forcément des choix réfléchis parce qu'il n'a pas encore la construction mentale pour pouvoir faire ces choix réfléchis. Donc, nous n'abandonnons pas nos enfants à tout ce qu'ils voient, à tout ce qu'ils entendent. Donnons-leur, prenons le temps de discuter avec eux. Et petit à petit, ils vont construire cette capacité de faire des choix éclairés et de ne pas se jeter dans n'importe quel choix qui risque de regretter plus tard. Et acceptons de gérer les conflits avec eux. Un conflit, ça nous questionne par rapport à notre propre rapport au conflit. Comment est-ce qu'on considère le conflit? Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours à éviter? Et je sais que dans le milieu chrétien, très souvent, le conflit est synonyme de péché. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Par exemple, il dit « si vous mettez en colère, ne péchez pas ». Ça veut dire que la colère n'est pas forcément toujours interdite, n'est pas forcément toujours mal, et que face à des situations insupportables, une colère mesurée, et une colère, ce n'est pas forcément casser la vaisselle, taper dans les portes, mais exprimer une colère est peut-être quelque chose de bon qui permet de poser clairement que là, il y a un problème. Donc, la colère, le conflit, pardon, peut vraiment être une source de croissance parce que le conflit est un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation. Ou un conflit intérieur, quelque chose qui ne va pas entre peut-être ce que l'on croit et ce que l'on vit. Donc, une incohérence. Mais aidons nos enfants à apprendre à gérer les conflits, même si c'est désagréable, même s'ils peuvent nous faire des reproches, même s'ils peuvent nous dire « tu m'aimes pas ». Ça, ils savent faire des fois, nous culpabiliser. Alors, on préfère les caresser dans le sens du poil, mais on leur apprend rien. Et plus tard, ils vont se confronter dans la vie, ou dans leur vie de couple, dans leur vie de famille, des conflits, ils ne sauront pas les gérer. Moi, je n'ai pas appris en tant qu'enfant à gérer les conflits. J'ai toujours appris à mettre de l'huile dans les rouages. Toujours. Mais du coup, je me suis rendu compte, après 45 ans, que des fois, je n'ai pas correctement assumé mes responsabilités parce que je n'osais pas poser la problématique, parce que je n'osais pas créer une situation de conflit, même si ce n'était pas un conflit explosif. Mais je n'ai pas su assumer mes responsabilités. Je ne savais pas faire. Pour moi, il fallait toujours que je me soumette à un plus ancien. Quel dommage. Quel dommage. Apprenons nos enfants. Et même si c'est inconfortable, je crois que ça va développer dans les familles une capacité et une croyance que dans cette famille, on a le droit de dire que ça ne va pas. Dans cette famille, on a le droit de dire que ça ne va pas, mais en plus, on va nous aider à trouver des solutions. C'est top. Donc, c'est important d'apprendre à négocier avec eux et de leur laisser petit à petit beaucoup plus de responsabilité. Et là, je dis que ce n'est pas qu'une question d'âge. Il y a des plus aînés dans la fratrie qui, des fois, sont beaucoup moins responsables. Donc, essayons d'estimer quel est le danger que nos enfants pourraient courir
si on leur laisse telle ou telle liberté. C'est pas évident, c'est vrai. Mais moi, en tout cas, en famille ou en tant qu'éducateur, je n'ai pas forcément toujours accordé plus de liberté en fonction de l'âge, mais en fonction de la confiance que le jeune pouvait gérer. Oui, là, j'offrais plus de liberté parce qu'il était capable de gérer cela sans se mettre en difficulté. Et il est important autant il y a des choses sur lesquelles on peut négocier, autant il y a des points sur lesquels chaque couple doit fixer doit servir de socle, un peu de colonne vertébrale. Là, c'est intangible. Là, on ne te permet pas de transiger. Tu n'es pas d'accord avec ton frère ou ta sœur, là, on ne te permet pas de lui casser la figure. En tout cas, tu n'as plus d'argent, mais on ne te permet pas d'aller piquer dans le porte-monnaie de la famille, où il y a des valeurs qui doivent pouvoir être intangibles, sur lesquelles nous devons, pour moi, nous sommes invités à tenir ferme, même s'ils nous maudissent, même s'ils nous culpabilisent en disant « tu m'aimes pas et c'est pour ça, c'est toujours la même chose », ainsi de suite. Restons dans nos baskets et nous les aiderons vraiment. C'est un exercice difficile auquel je nous appelle, mais c'est vraiment utile si nous voulons les aider à bien croître. Accepter de négocier, c'est pas forcément perdre, parce que dans nos têtes de parents, des fois, on peut se dire, mais si je négocie, mais j'aurai plus d'autorité. Mais il va me prendre pour un con. Non. Négocier, c'est pas accepter de perdre. On sait ce qu'on a dans la tête, on sait en tout cas le cadre que l'on fixe pour que nos enfants ne débordent pas. Sortons de cette croyance qu'accepter de négocier, c'est perdre de l'autorité. Non, on leur dit aussi, parce qu'on met des mots dessus, là je te fais confiance. Quand j'étais éducateur, j'ai permis à une jeune de 17 ans d'aller à une soirée avec d'autres jeunes pour un anniversaire. Et je lui ai dit, mais tu connais ces jeunes et tout ça, mais est-ce qu'il y a de l'alcool? Oui, de temps en temps, il y a de l'alcool, et ainsi de suite. Et donc, on a fixé un cadre, on a en tout cas réfléchi aux difficultés potentielles qui pouvaient se présenter à elle. Et je lui ai dit, OK, je te laisse aller, mais si ça tourne à la beuverie, si ça tourne à la coucherie, tu me téléphones et je viens tout de suite. Et puis dans la soirée, elle m'a téléphoné. Elle a dit là, il y en a qui boivent de trop, ça commence à déconner un peu. Ok, super, super, mais posons un cadre. Même si, comme le disait un ami, une fois qu'il laissait partir son fils aussi dans une soirée étudiante, qui lui a dit, mon fils, je suis content que tu puisses aller là-bas, mais ne me déshonore pas. Et le fils lui a dit après au retour, papa, mais tu m'as fusillé ma soirée. Mais en tout cas, ça m'a protégé. Donc, des fois, il y a des petites phrases comme ça qui marquent et qui reposent un cadre gentiment, mais les choses sont dites. Et donc, les aider aussi à assumer la responsabilité de leurs actes, je pense que c'est vraiment quelque chose d'indispensable parce que c'est comme ça qu'on les prépare à se confronter à la vraie vie. C'est pas en leur sauvant les fesses à tout bout de champ, c'est pas en balayant sur leur chemin, en enlevant toutes les embûches de leur vie. C'est OK, tu as commis un acte, maintenant, il va falloir que tu répares. OK, tu n'as pas fait exprès, mais il y a quand même un dégât qui a été. Je me rappelle quand je fréquentais encore ma femme, j'étais chez mes beaux-parents et puis ils avaient des pommes par terre qui pourrissaient à moitié. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai tiré une pomme au-dessus du garage et puis elle est tombée dans le carreau de la véranda. Bon, il a fallu changer, c'était une véranda avec les carreaux anciens encore, ce n'était pas une double vitrage, mais il a fallu changer le carreau. Ça m'a pris une demi-journée, le temps d'aller chez le miroitier. Et puis, mais il a fallu assumer. Et je crois que nos enfants aussi, c'est important qu'on les aide à assumer la responsabilité de nos actes. Tu as créé du tort à quelqu'un, peut-être, ben,
euh, tu vas en tout cas assumer. Notre fille, une fois, et pourtant elle est droite, mais une fois, elle a triché. Elle n'était pas à l'aise dans un contrôle, elle a triché. Puis en rentrant, elle était mal, et on lui a dit, mais qu'est-ce que tu devrais faire? Ben, je devrais le dire, mais après, j'aurai une colle. Je dis, oui, peut-être, tu auras une colle. Mais au moins, tu pourras à nouveau regarder ta prof droit dans les yeux. Et puis elle l'a fait. Ça lui a coûté. Elle a assumé sa colle, mais en tout cas, ça a quand même été enfin, la prof a été étonnée par cette démarche. Et je trouve que c'est bien. Donc ça a été une leçon de vie pour elle. Alors qu'on sait que, enfin, on a une fille qui est travailleuse, et donc elle a toujours beaucoup travaillé, mais contrairement à ses frères, les résultats n'étaient pas toujours à la hauteur de son travail. Voilà, ce sont des leçons de vie, et je pense que ça fait partie de notre posture d'accompagnement, même si à un moment donné, ils peuvent râler. Tu n'as pas voulu réparer ton vélo, bah, tu vas à pied, mais tu ne prends pas le vélo du frère, et puis quand il est cassé, tu vas le laisser avec le pneu crevé. Je t'aide à réparer le pneu, mais ce sont des choses de la vie quotidienne. Hein, on ne va pas forcément chercher de grandes choses, mais il y a plein, si on y réfléchit, il y a plein d'éléments de la vie quotidienne qui nous permettent de développer ça. Donc, accepter de disponibles compagnons de croissance pour nos ados. Ils ont besoin, ils n'ont pas besoin qu'on se mêle de tout, mais ils ont besoin de savoir que les parents seront là pour les aider à traverser les difficultés de la vie, pour les aider à avoir une perspective de sortie d'une difficulté. C'est vraiment, vraiment important que nous puissions être dans cette posture, se tenir prêt, voilà, à les aider et les autoriser à rêver, les aider à réaliser ses rêves dans une certaine mesure. Notre monde n'est pas forcément un monde très encourageant. Quand on regarde le journal télévisé, bon, depuis qu'il y a le Covid, alors on en mange du Covid, hein, et puis les reportages à tous les trucs, c'est pendant un quart d'heure les mêmes reportages, les mêmes rengaines, les mêmes, mais il y a de quoi être déprimé, quoi. Et avec les attentats, avec le chômage, mais comment parlons-nous de notre société, nous en tant que parents aussi? Est-ce qu'on les accompagne pour ne pas déprimer, pour qu'ils puissent se dire, ben, moi j'ai aussi ma place plus tard. Oui, là il y a un passage difficile, mais même si j'ai peut-être pas les mêmes facilités que vous avez eues, il y aura une perspective heureuse pour moi. Et c'est important de les aider à voir cela, et puis peut-être les aider aussi à voir que certains rêves sont un peu de l'utopie. Mais ça fait partie, nous aussi. Il y a des rêves qui nous paraissent utopistes que l'on peut réaliser, et il y en a d'autres qui ne seront pas réalisables. Ça va rester des rêves. Mais l'ado, il n'a souvent pas la capacité de se dire, si le rêve ne se réalise pas, ce n'est pas de ma faute, ou le monde n'est pas pourri pour autant, mais parce que dans la vie, on ne peut pas tout, et le propre de l'ado, c'est de penser qu'il peut tout. Des fois, il y a des ados qui prennent des risques inconsidérés, même en vélo, même en moto, parce qu'ils se croient invincibles, jusqu'au jour où boum, ils se prennent un mur. Développer l'amour inconditionnel pour nos ados. Même pour nous, le fait d'être aimé, c'est quelque chose de vital. Et même si parfois ils nous prennent la tête, et ils peuvent nous prendre la tête par moments, et ils sont des fois persévérants hein, dans j'ai envie de faire ce que je veux, même s'ils ne savent pas toujours nous dire je t'aime, s'ils ne savent pas toujours nous dire qu'ils nous apprécient, même si parfois ils peuvent devenir nos ennemis, dans le sens, enfin, je vais me reprendre,
devenir dans les faits nos ennemis, c'est-à-dire agir comme des ennemis, comme des personnes qui nous qui nous empêchent parfois de réaliser nos rêves, des personnes qui nous mettent des bâtons dans les roues. Oui, ils peuvent parfois être considérés comme nos ennemis lorsqu'ils sont des fois très persévérants. Mais veillons de notre côté à leur dire je t'aime, de la manière dont ils vont le comprendre. Dans la bibliographie tout à l'heure, en tout cas, j'ai noté un livre aussi de Gary Chapman, Les langages de l'amour de nos adolescents. Et c'est important de découvrir quel est le langage de l'amour qu'il va percevoir. Par exemple, un de nos enfants, c'est du temps partagé. Faire un jeu de société avec lui, il est très très content. Regarder un film avec lui, il est très très content. Notre fille, ce sera des petits cadeaux. Elle ne veut pas forcément des cadeaux d'une grande valeur, mais ce sera une manifestation concrète. Pour ma femme, par exemple, c'est dire je t'aime. Et au début de notre mariage, je n'ai pas su lui dire je t'aime parce que mes parents m'avaient toujours montré je t'aime à travers l'engagement, mais je n'ai pas souvenir qu'il m'ait dit je t'aime. Et donc, on doit nous aussi pouvoir accepter de questionner de confronter notre façon de percevoir l'amour à celle de nos enfants. Et ayons l'humilité de reconnaître nos torts et demandons leur pardon. Croyez-moi, c'est lorsqu'un parent est capable de reconnaître ses erreurs, lorsqu'il est capable de demander pardon à ses enfants sans se justifier, je crois que ça a un impact fort dans la vie de nos enfants. Vraiment, vraiment. Et parce que nos enfants, entre autres, ne sont pas dupes de nous. Hein. Ils savent très bien qu'on fait des conneries parfois. Et que c'est eux qui subissent les conséquences. Mais demandons leur pardon. Et leur demander pardon, c'est pas dire je te demande pardon, mais c'est. Et à donner tout un tas de raisons qui finalement lui laissent à croire que c'est finalement peut-être de sa faute que les choses sont arrivées. Mais demandons leur pardon. Et je pense que nos enfants, il est important, et quand nos enfants étaient à la maison, je l'ai fait de temps en temps, je leur ai dit, mais est-ce que dans ta vie, je t'ai laissé un boulet? Un truc, une parole, un acte qui te reste en travers la gorge et qui, pour toi, t'handicape dans ta vie d'aujourd'hui, te éventuellement ferait naître de la colère vis-à-vis de moi ou vis-à-vis de maman. C'est important d'avoir ce cœur à cœur avec eux et d'accepter de se montrer faible. Vraiment, on gagne en autorité. On gagne en autorité. Et c'est leur marquer du respect. Nous avons besoin de marquer du respect à l'égard de nos enfants. Et de ne pas les exaspérer. Dans un autre livre de la parole de Dieu, il est dit, parents, n'exaspérez pas vos enfants. Parents, n'exaspérez pas vos enfants. L'exaspération, c'est un sentiment qui pousse, c'est une attitude qui pousse nos enfants à être découragés d'eux-mêmes, qui pousse nos enfants à penser qu'ils n'arriveront jamais à rien, qu'ils sont nuls. Quand on leur tombe dessus et qu'on ne sait pas relever le bon, le beau, aïe, aïe, aïe. Et quand nous, en tant que parents, nous pouvons parfois être complètement fous avec nos vies de fous. Quand on rentre à la maison, des fois, on a juste envie qu'on nous foute la paix. Et là, nos enfants ont besoin de nous. Et là, on se met en colère contre eux pour tout et n'importe quoi. Mais est-ce que c'est eux qui sont responsables ou est-ce que c'est nous qui ne savons pas mettre des limites à nos investissements, que ce soit professionnel, ecclésial, sportif, associatif, aussi bonnes ces causes soient-elles, c'est des fois nos enfants qui sont nos poubelles de table, injustement. Donc, réfléchissons à nos fonctionnements de famille, de couple, de parents seuls, et afin de savoir leur demander pardon, reconnaître aussi notre part de responsabilité. Dans un autre texte, je ne vais pas le lire maintenant parce que le temps court,
dans Jacques 3, versets 1 à 12, il est parlé, prenez ce texte si vous avez une Bible, même poussiéreuse quelque part, ou sur Internet, tapez Jacques 3, versets 1 à 12. Il est parlé du pouvoir de la langue. Ce tout petit membre, pourtant, peut créer beaucoup de tort. Donc, je nous encourage à faire attention aux paroles que nous prononçons. Combien de personnes souffrent, que j'accompagne en relation d'aide, mais combien de personnes souffrent des années après que des paroles que je dirais entre guillemets, de mort ont été proférées à leur égard. Tu n'es rien. Tu n'es qu'un con. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour un pareil? Des fois, je suis désarmé, quoi, pour les consoler. Avec la parole de Dieu, j'ai un certain nombre d'arguments. Je les invite, bien sûr, à se référer au regard que Dieu porte sur eux, parce que ce regard ne change pas. Et nous tous, en tout cas, nous sommes invités à pouvoir beaucoup plus considérer le regard que Dieu porte sur nous, ce regard d'amour, ce regard de valeur, que le regard que nos contemporains portent sur nous, qui souvent est impacté par nos déficits et non pas par nos capacités. Gardons le lien, même si nous ne sommes pas d'accord avec, gardons le lien. À un moment donné, nos enfants étaient... Oui, ils sentaient mauvais, mais ils puaient. On n'avait plus aucun plaisir d'être en sa présence parce que partout où il passait, c'était une puanteur. Et puis bon, il était jeune majeur, il passait par un temps difficile et il se lavait quasiment plus. Et donc du coup, il passait du parfum dessus pour cacher la misère olfactive. Et il faisait plus tourner son linge. Et ça a été une période difficile. Mais on a toujours voulu garder du lien avec lui. Aujourd'hui, ça se passe bien dans la relation. Mais même si nos enfants, des fois, peuvent nous choquer, gardons du lien. Vraiment. Parce que le jour où on perd du lien, le lien, on perd tout impact, toute possibilité d'influence vis-à-vis d'eux. Je terminerai par ça. Papa, maman, que nous soyons semblables ou différents, cela m'importe peu. Car ce qui nous unit, c'est ce que vous m'avez appris et qui restera pour moi un héritage précieux toute ma vie. Ton fils, ta fille. Voilà. Que vous pouvez vous procurer dans vos librairies et que vous aurez bien sûr lorsque le PowerPoint vous sera transmis. Voilà, donc... Merci Pierre, merci. Donc je vais interrompre.